La transformation de la SNCF va-t-elle être la mère des réformes du quinquennat d'Emmanuel Macron ou sera-t-elle son premier et principal échec? La pression, en tout cas, commence vraiment à monter sur ce dossier puisque après la remise du rapport de Jean-Cyril Spinetta la semaine dernière, les négociations sont entrées dans le dur aujourd'hui avec un gouvernement qui est ultra déterminé, une CGT qui est ultra remontée et déjà sur le pied de guerre. On en parle avec vous, Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Journaliste et chroniqueur économique que l'on ne présente plus. Jean-Marc, la SNCF, c'est, on peut le dire, le dossier explosif par excellence. C'est celui qui a tout sur le papier pour mettre le feu aux poudres socialement en France au cours du printemps. Oui, parce que c'est un monument historique. C'est un monument historique, c'est un monument culturel, c'est un monument qui appartient au même titre que la Tour Eiffel, le château de Versailles à la France. C'est né avec la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Elle a d'abord été au départ, s'est développée sur des initiatives privées. Les grands banquiers du 19e s'y intéressaient beaucoup. La Libération lui a donné un deuxième souffle, puisque le général de Gaulle en a fait une société nationale en réunifiant à peu près tous les réseaux. Et surtout, en donnant presque la SNCF en cogestion avec le principal syndicat, qui avait une légitimité pour le faire, puisqu'il était issu du Parti communiste, partenaire de la résistance. Bref, il y avait un deal politique évident, et la SNCF s'est développée de cette façon. Elle a pris le virage de la modernisation avec le TGV. Aujourd'hui, il y a presque 40 ans. Il y a presque 40 ans maintenant, oui, mais ça a quand même été important parce que ça a été un élément structurant très important de la France. La fierté nationale. C'était à l'époque, c'était la France, c'était Paris et le désert français. On avait des bouquins de cette sorte-là. Et le TGV a permis de désenclaver un certain nombre de régions, le Nord, la région Rhône-Alpes et puis une partie de l'Ouest. Tenez, pendant qu'on parle du TGV, est-ce que tous les problèmes actuels de la SNCF, ils viennent pas de là? Ils viennent pas du tout TGV? Ils viennent pas du fait qu'on ait investi massivement sur le TGV, qu'on ait délaissé tout le reste, et notamment l'entretien des réseaux secondaires? Il est évident qu'aujourd'hui, le bilan de la SNCF, l'état de la SNCF n'est pas bon. Ses performances sont médiocres. On se plaint tous des horaires. Les problèmes de sécurité ne sont pas réglés. La sécurité de la SNCF n'est pas assurée à 100%. Or, c'est absolument indispensable. Les coûts n'ont pas cessé d'augmenter, pas seulement les coûts d'infrastructure. Vous avez raison que le TGV a absorbé une partie, l'essentiel des investissements du transport collectif en France, mais les coûts d'entretien aujourd'hui ne sont pas couverts par les recettes d'exploitation, donc ils contribuent à un endettement supplémentaire. Et puis le financement n'est absolument pas équilibré. À titre d'exemple, dans le rapport Spinetta, qui reprend énormément d'analyses, mais qui les synthétise assez bien, il y a un chiffre absolument fatidique, c'est-à-dire que 15% des concours publics de l'État au transport, à la mobilité, ne profitent qu'à 2 millions de passagers ferroviaires. Donc la moindre rationalité économique, c'est de se dire, mais il y a une allocation de fonds publics qui pose un vrai problème. Vous parlez de ce rapport de Jean-Cyril Spinetta. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il est explosif, il contient des mesures qui sont révolutionnaires, entre guillemets, qui sont peut-être celles qu'il faudrait faire, mais en tout cas qui, dans l'esprit et dans l'état d'esprit de la SNCF, sont révolutionnaires. Est-ce que, justement, ce rapport, il n'a pas volontairement poussé le curseur extrêmement loin pour laisser une marge de manœuvre au gouvernement et pour lui laisser certaines reculades de façade pour faire mieux passer la pilule sur d'autres choses? Écoutez, qu'on ait demandé à Jean-Cyril Spinetta de faire ça, je trouve que c'est très habile politiquement, c'est très habile techniquement, parce qu'il connaît bien le transport. C'est quand même un homme... L'ancien patron d'Air France. L'ancien patron d'Air France, et c'est lui qui a initié la réforme d'Air France, et qui a sauvé, quelque part, Air France, qui peut-être était ankylosé à la fois dans ses habitudes sociales, dans son histoire, dans sa culture. C'était aussi une création du général de Gaulle, Air France, et qui était aussi piégé par des investissements colossaux. Ils avaient leur TGV à eux, le Concorde. C'était peut-être une erreur technologique, mais c'était une telle fierté pour la France que c'était quand même difficile à bousculer. Donc je pense qu'il va un peu loin dans la présentation de son rapport, mais il parle vrai, c'est-à-dire qu'il met le doigt là où ça fait mal. Et il met le doigt sur deux aspects, le statut des personnels, évidemment. Le statut des cheminots, qui est exorbitant du droit commun et qui peut-être correspondait à une situation historique, mais qui ne correspond plus aujourd'hui à la réalité. Et puis deuxièmement, le statut même
de la SNCF, qui est coupé en deux, je vous rappelle, puisqu'il y a à la fois le réseau ferré et puis la société d'exploitation. Et ce statut-là, qui est un statut d'EPIC, lui donne quasiment un statut équivalent à une administration française. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir et il n'y a pas de barrière à son endettement. Il n'y a rien pour l'arrêter. Il est même probable qu'au regard de la réglementation européenne, de l'égalité que chaque acteur doit avoir, c'est vraisemblablement hors jeu. D'ailleurs, on a dit que si l'État devait reprendre à son compte une partie de la dette de la SNCF, ça ferait voler le déficit public en éclats et ça poserait... On avait d'ailleurs créé cela pour sortir la dette de la SNCF du déficit public façon à passer dans les critères de Maastricht à 3%. Les fameux 3% qu'on va simplement réussir à atteindre cette année. La question, c'est est-ce que Emmanuel Macron va y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont prêts à supporter cette réforme, comme ils ont finalement laissé passer la réforme du droit du travail? On avait peur de cette loi travail au départ, on s'est dit que ça allait embraser socialement le pays, il ne s'est rien passé. Est-ce que là, Macron a devant lui un énorme boulevard et tous les paramètres sont-ils réunis pour qu'il puisse réussir à faire passer cette réforme sur lesquelles tout le monde s'est cassé les dents? Écoutez, je crois qu'on peut faire un peu de politique politicienne, mais ça ne nous avancera à rien. Je pense que globalement, les Français ont envie que ça marche. Ils ne savent pas de quelle façon ça peut marcher, mais ils ont envie que les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure. Que les trains ne soient pas trop chers et que ce soit suffisamment bon. Premier point. Deuxième point, Macron n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, parce que s'il se plante là-dessus, il plantera son quinquennat. Il n'a pas le choix parce que c'est effectivement la réforme mère, parce qu'à partir de là, il fera la preuve qu'il peut rendre ce pays compétitif. Toutes les mesures qu'il a prises pour les entreprises, c'est très bien. La loi travail, tout ce qui va être pris sur l'assurance chômage, la formation, etc. Ça améliore la compétitivité interne et externe des entreprises, mais ce qu'il faut, c'est améliorer la compétitivité de l'État français, de l'entreprise française. Donc cette réforme de la SNCF, c'est la réforme symbolique. C'est plus que symbolique, c'est une réalité, parce que derrière la réforme de la SNCF, il y a toute la politique, toute la stratégie de transport collectif de la France et d'aménagement du territoire. Parce qu'il a deux problèmes. Il a un, à assurer le transport de ses passagers, qui aujourd'hui sont mal transportés, les équipements sont trop faibles, sont trop fragiles, et deuxièmement, l'aménagement du territoire. Parce que la SNCF, elle est tenue en lobbying, à la fois à l'interne par la CGT, c'est vrai, le personnel est accroché à ses privilèges, mais ça, je pense que ça peut se régler. Ça peut se régler beaucoup plus facilement qu'on ne le croit, mais en revanche, on va avoir du mal à régler, c'est la satisfaction des élus locaux. Parce que les élus locaux tiennent à leur gare, à leur desserte, même s'il n'y a que 3 voyageurs par jour à prendre le train. Évidemment, parce que c'est aussi là-dessus qu'ils sont élus. Il y a une dernière question autour de la SNCF, c'est le patron, Guillaume Pepy. Guillaume Pepy, il aurait été à la tête de n'importe quelle autre entreprise, il aurait pu sauter 250 fois. Il y a eu des accidents mortels, il y a eu des grèves, il y a eu des retards, il y a eu des incidents à répétition, bref. C'est un survivor, Guillaume Pepy. Ça fait 20 ans qu'il est à la SNCF, il est toujours là. Est-ce que là, eh bien, finalement, on lui a mis la cartouche dans le fusil en disant tu fais la réforme et puis après ce sera terminé, à votre avis? Écoutez, il est toujours là. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour prendre sa place. Il n'y a pas beaucoup de candidats pour prendre sa place parce qu'il fait un boulot de chien. Franchement, il fait un boulot de chien. C'est un poste extrêmement compliqué. Bon, écoutez, j'ai aucune raison, je ne le connais pas. Je trouve qu'il fait un boulot de chien parce qu'il doit être sur le qui-vive nuit et jour, parce qu'un moindre aiguillage de travers, il doit forcément être réveillé parce qu'il en a la responsabilité. Et il a un contre-pouvoir interne qui est très très difficile à changer. Et je trouve que pour l'instant, il s'en est pas mal sorti parce qu'il n'y a quand même pas de trop gros bobos en matière sociale. C'est le meilleur pilote aujourd'hui justement pour piloter cette réforme parce il la connaît bien. C'est extrêmement compliqué. Il la connaît bien. Il a au niveau technologique, il a quand même bien accompagné et répondu à la demande en matière de TGV. Au niveau cette technologie-là qui est parfaitement au point, elle est exportée. Il y a un volet de la SNCF qu'on ne connaît pas, mais c'est une entreprise qui exporte. En Australie, qui exporte dans les Antilles, qui exporte en Amérique du Sud, au Maroc, on est en train avec des chantiers qui sont très importants. Donc on a un know-how en matière de transport rapide de train qui est important. Et vous savez que les Américains sont à 100 lieues de ce qu'on est en train de faire, et les Anglais aussi, il faut quand même prendre des comparaisons. Mais la troisième raison, c'est qu'il est coincé par des
statuts qui ne responsabilisent pas ces directions. J'ajoute qu'il a amorcé la diversification. Blablacar, le transport de bus, le fret. Il a fallu régler le fret. Qui était une énorme épine au départ. Qui a été ouvert à la concurrence, qui a été énorme, dont on disait, mais ça passera jamais. C'est passé. Bon, donc il y a une chance de réformer la SNCF. Oui, une chance parce que historique. le blocage, c'est peut-être la CGT et qui vont perdre un certain nombre d'avantages sociaux, pas pour les cheminots actuels, mais pour les cheminots qui viendront, évidemment. Et là, on peut faire des échanges, on peut négocier. Il y a de la négociation. Les gens de la CGT ne sont pas fous, ils savent bien que ça ne marche pas. Eh bien, on va rester là-dessus. On va suivre évidemment ce dossier avec beaucoup d'intérêt dans Ecorama. Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre d'être venu aujourd'hui sur Boursorama dans cette émission.